Voilà, donc c'est un naufrage qui s'est déroulé en 1761, le 31 juillet, à 22h20 exactement, lancé par l'écrivain de bord et vraisemblablement le premier lieutenant qui était Castellan, un officier de marine qui avait pris le pouvoir dès les premières minutes du naufrage. Le capitaine n'étant pas sorti de sa cabine tout le temps du naufrage, et ensuite on s'est aperçu qu'il était dans ce qu'on appelle un état d'hébétude, de sidération, et vous savez, l'état de choc qui suit souvent les catastrophes, les accidents, etc. Jean de Lafargue, il s'appelle de Lafargue, mais il n'est pas plus d'eux que moi. Je suis danseuse nue au Casino de Paris, et en fait sa particule, c'est un peu du bidon. Et il est fils, en fait, il s'appelait Jean, enfin c'était des Lafargue, ils sont arrivés il y a 2 générations avant à Port-Louis, et ils ont épousé des Lesquelaine. Et en fait c'est des Lesquelaine, la région de Port-Louis, qui sont des sardiniers. Alors c'est beaucoup moins chic, parce que en fait le problème de Lafargue, c'est qu'il est capitaine. Toute sa vie, il a plus ou moins fait le négrier. C'est pas très chic d'être négrier. En fait, ce gouverneur Desforges-Boucher décide d'interdire momentanément la traite parce que lui, il dit, en tant que représentant du roi à l'île de France, c'est-à-dire à l'île Maurice, qu'il y a des problèmes de ravitaillement à cause de la guerre contre les Anglais. En réalité, il vient de passer commande à un Portugais de 300 esclaves. Et donc, il n'a pas du tout envie qu'on lui fasse de la concurrence. Pourquoi? Parce que les prix baisseraient. Donc en fait, c'est une guerre de traders d'esclaves, si vous voulez. Ah, c'est Kerviel contre Madoff sur la marchandise humaine. Lafargue, il est pressé lui aussi. Et c'est pourquoi, quand son premier lieutenant lui dit, écoutez, c'est cette carte-là qu'il faut suivre et pas l'autre, d'abord il lui dit non parce qu'il est pressé, et il est pressé d'arriver. Il ne veut pas qu'on mette en panne, il ne veut pas perdre 12 heures. Il faut que sa marchandise avant l'autre pour avoir le meilleur prix. Et sous lui, il a Barthélemy Castellan du Vernet, un Pyrénéen, qui lui a une vraie noblesse. Et lui, il a fait la Compagnie des Indes. Et c'est beaucoup plus chic, quand on est même un noble désargenté, d'aller trafiquer de la porcelaine, des soieries et des paravents de Coromandel, que de toucher de l'esclave. Et la troisième raison pour laquelle il ne veut pas s'arrêter, eh bien c'est précisément la mystique du petit chef. C'est pour montrer à ce premier lieutenant qui est bien né que c'est lui le chef. On peut comparer au Titanic pour plusieurs raisons. D'abord parce que le bateau est neuf, c'est une flûte, c'est un vaisseau de commerce un peu lourd, qui a été construit à Bayonne. D'autre part, Titanic parce qu'il y a 2 sortes de passagers. On pourrait même dire 3 sortes. Il y a l'état-major, il y a le reste de l'équipage qui vit dans l'entrepôt, et il y a une cargaison clandestine d'esclaves qui se trouve dans la soute. Vous savez que si ça avait été un navire négrier, les esclaves auraient été dans l'entrepôt et enchaînés. Et d'ailleurs, cette histoire n'aurait pas fait le même scandale, puisque enchaînés, les esclaves seraient doucement noyés. En fait, là, ils sont dans la soute, ils sont 160, et 88 d'entre eux vont s'en sortir, puisque le navire fait naufrage à quelques dizaines de mètres du rivage. Alors, il y a un personnage qui a joué un rôle très important, et qui, pour moi, est un des plus émouvants, c'est Joseph. Joseph, j'ai trouvé son nom sur le rôle d'équipage. C'est ce qu'on appelait un nègre libre de la compagnie. C'était un malgache baptisé Joseph, qui fait l'interprète. Il parle français, il est libre, et il n'est pas de condition servile, et il est là pour communiquer avec les esclaves. Et moi, c'est un personnage qui, pour moi, est le plus attachant, parce que il est double, quoi. Il se retrouve devant ses frères de culture à transmettre le message des Blancs.
Et il doit avoir une sacrée solidarité et culpabilité. Et il a dû leur dire, on va partir tous ensemble. Et les Noirs ont donc commencé à construire le bateau. Seulement, il y a certainement des gens qui s'y connaissent en construction navale ici et mieux que moi. Castellan, où était la ressource pour construire le bateau? C'était l'épave. C'est-à-dire que l'épave de lieu de mort s'est transformée en mine de vie. C'est là que venaient les barils de farine, de riz, d'eau de vie, etc. C'est là qu'on allait chercher les instruments, tous les outils. Il y a eu des plongeurs qui sont allés chercher les marteaux, les scies qu'on a retrouvés dans l'épave, parce qu'il y avait un matériel énorme dans ces bateaux de la Compagnie des Indes. C'était comme des expéditions pour la Lune, donc il y avait du matos, comme dit maintenant. Et à un moment, donc, il sort des poutres pour construire. Hein. Il sort des poutres, des planches, etc. Et au bout de 5 ou 6 jours, malheureusement, il s'aperçoit, lui qui n'a jamais construit de bateau, mais il doit connaître la construction navale de façon théorique, que le bateau qu'il va faire, c'est le premier qui est construit d'ailleurs, quoi qu'il fasse, il n'embarquera pas 200 personnes. Et à un moment, Castellan est obligé de leur dire. Et c'est là que, j'avoue que c'est un passage que j'ai écrit moi-même en étant très émue. Imaginez le calvaire de Joseph quand il doit leur dire qu'ils resteront. Parce que lui, c'est aussi un noir. Là, la couleur de peau, la justice. Et lui, il partira. Et lui, il part. Parce que c'est un noir libre. C'est un docu-fiction, ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai donné ma version des faits, elle est parfois romancée, et elle est romancée en partie, essentiellement pour donner la vie aux Noirs. Ça, c'était un parti pris de départ. J'ai dit, je donnerai une présence aux Noirs. Parce que ce dont je me suis aperçue, c'est quand les Blancs écrivent sur l'esclavage des romans, ou quand ils font de ce type de reconstitution, étant donné que la mémoire des Noirs a été effacée, on ne donne pas la parole aux Noirs. Or, je voulais que ce texte, d'après ce que j'avais lu des 2 témoignages, il portait la marque de la naissance de l'éclair de conscience chez les Blancs, que nous sommes tous des homo sapiens sapiens, quelle que soit notre couleur de peau. Donc ce texte, c'est le récit de la naissance de la fraternité humaine en 57 jours de survie conjointe sur un îlot d'1 km². Et donc, il fallait que je décrive ce qui s'était passé dans la soute. Alors j'avais très très peu de choses, sauf ce qu'on peut savoir sur l'esclavage, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas des esclaves attachés, c'est des esclaves de fraude. Je savais qu'ils étaient à même le galet de l'Est, c'était du galet de l'Adour, ce qui fait qu'on a trouvé des galets de l'Adour dans l'océan Indien sur cette île d'ailleurs, puisque le navire avait été construit à Bayonne. Et je savais que tous les soirs on clouait les panneaux, c'est-à-dire que sans doute il y avait des clavèches, qu'ils étaient dans le noir complet. Et puis j'avais un autre élément, c'était que parmi les 7 femmes survivantes qu'on a retrouvées sur l'île, 15 ans plus tard, quand le chevalier de Tromelin, notre compatriote Tromelin, qui a été ici à Brest, à l'école des gardes marines, quand il est arrivé les sauver, il y a une femme au moins qui a parlé. À mon avis, c'était l'une de celles qui n'avait pas de trouble mentaux, parce qu'elle a donné son nom, et s'appelait Semiavo, ce qui veut dire en malgache celle qui n'est pas orgueilleuse. Très souvent, les noms malgaches, c'est celui qui, celle qui. Et Semiavo, d'ailleurs, avait certainement survécu parce qu'elle avait sa mère avec elle. Et donc, vous savez, c'est comme dans les camps de concentration. Quand il y a un noyau familial, la survie physique est généralement est plus importante dans le temps. Et Semiavo a parlé. Donc, j'avais une héroïne. Donc, je me suis dit qu'elle était arrivée à une quinzaine d'années, puisqu'elle a une trentaine quand elle est sauvée. Elle est toujours en âge de progrès puisqu'elle a un enfant de 8 mois quand Tromelin arrive. Et je me suis inspirée de ce que je sais de Madagascar, où je suis allée. J'ai étudié un peu la civilisation malgache. C'est une civilisation qui ressemble beaucoup à la culture bretonne d'autrefois, c'est-à-dire beaucoup de contes, beaucoup de chansons, beaucoup de transmissions. Et puis, comme ça m'est venu cet homme qui tisse des histoires. Et c'est un chapitre, et je suis très touchée que vous en parliez, parce qu'il m'est venu très spontanément. Et quand je l'ai écrit si facilement, je me suis dit, mais ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens de faire ton autoportrait. Est-ce que tu n'es pas toi-même une fille qui tisse des histoires?
Et quand même, j'ai fait un petit travail sur moi, donc je sais pourquoi je suis devenue écrivain. C'est-à-dire que je suis née après la guerre dans une ville détruite comme Brest a été détruite. L'Orient, ça valait guère mieux. On était au milieu des baraques américaines et des blocos. On nous disait toujours avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre. Et moi, petite fille, j'en avais assez. Et moi, ce qui me faisait rêver, c'était le Quai des Ânes, c'était la Tour de la Découverte, c'était l'hôtel, enfin le moulin, là, dans l'enclos à l'Orient. Et puis je me racontais des histoires parce que, bon, hein, on avait froid l'hiver, on avait des engelures, la vie était dure, et puis je voulais pas de ce monde de la guerre. Et puis je crois que j'étais rattachée aussi au grand imaginaire populaire breton parce que j'étais entourée de contes et puis que les gens racontaient des histoires. Et puis je pense aussi que dans mon passé breton, il y avait le souvenir de l'humiliation des générations antérieures, et puis les parents qui disaient « il faut bien vous tenir, on va encore nous dire qu'on est des ploucs », ou bien non, on ne vous apprend pas le breton parce que après on dira qu'on est des arriérés ». C'est comme ça que je n'ai pas appris le breton. Quand on est humilié, ou quand on subit une injustice, quelle qu'elle soit, en dehors même des catégories sociales, la justice, elle a la dimension de l'infini. Et c'est parce que votre émotion est infinie que vous pouvez ensuite, à travers ces souffrances de l'injustice qui ont été peut-être minuscules, ensuite, vous êtes solidaire de l'humiliation majuscule que sont les humiliations qu'ont subies les gens à cause de leur couleur de peau ou à cause de leur appartenance à une religion, à la Shoah, les persécutions contre les femmes. Et ce que j'ai voulu décrire, c'est que ces 57 jours de survie conjointe entre les Noirs et les Blancs ont fait prendre conscience à tous, à une partie des Blancs, la partie la plus éclairée, certainement, dont Castellan, dont Kérodic, dont Erga, et quelques autres, que tous les hommes naissent libres et égaux en droit.